Bienvenue dans TPMC V2, cette nouvelle version qui va être beaucoup plus chill. On va être beaucoup moins coincé entre guillemets. Y a pas de gros thèmes, y a pas de stress, y a que du chill. Tous les jeudis soirs, comme ça, on va se retrouver et on va voir un petit peu l'actu de ce qui s'est passé dernièrement. Voilà quoi, c'est le truc, c'est l'émission qu'il faut regarder si vous voulez être au courant et si vous voulez un petit peu bitcher sur le drama dev. Voilà, c'est ici que ça se passe. Bon, comme d'habitude, pour m'accompagner, j'ai l'équipe incroyable qui est avec moi. Vous la connaissez, vous les connaissez très bien. Vous connaissez Defmute. Salut tout le monde. Salut, voilà. Jean-Pierre Foucault aussi, on l'appelle évidemment. Ouais, exactement, ouais, dans le monde du dev. Ouais. Dans le monde du dev, bien sûr. Et on a aussi Will qui est là. Salut Will. Bien le bonsoir. Avec sa voiture. Et on a quelqu'un qui est revenu de loin, qui l'a spécialement pour vous, là, maintenant. C'est une occasion rare de la voir. Willen, merci d'être là. Oui, je suis sorti de la grotte. Il paraît qu'on est champion du monde. À ce qui paraît, à ce qui paraît. Exactement. Il y a un truc, ce qui est bien avec cette fine équipe, c'est qu'on a à peu près tous les champs des compétences dev web qui sont réunis. Je sais pas si... il me semble. Hein. On a Will, toi t'es plutôt front. Willen, t'es front polyvalent, enfin t'es pas loqué, on va dire. C'est ce qu'on appellerait un full stack. Ouais, mais avec le quand terme. même, avec un petit spé front quand même. C'est ça, petit SPCSS bizarre. Voilà, alors que Will il est très très front, tu vois. Ouais. Et Def il est plutôt back, tu vois. Il est quand même plutôt back. Bouh. Voilà. Moi je suis plutôt full stack, orienté back quand même maintenant. Mais bon. Orienté charlatanisme. Ok. Pas de gros mots ici, s'il te plaît. On reste courtois, je suis désolé, c'est bien trop tôt dans l'émission. Voilà, un peu de politesse avant de m'insulter. Attends un petit peu quand même, s'il te plaît. on a au moins des choses à mettre sur la table avant qu'on s'insulte les uns les autres. Donc déjà, j'ai une question à vous poser toute bête, mais vous faites quoi en ce moment? Juste, je vais vous dire pourquoi ça sert. C'est quand on va parler des sujets après, que chacun comprenne qui a quel background quand on va aborder des sujets par la suite, on sait jamais. Il y a forcément une ou deux personnes qui vous connaissent pas. Defmute, tu fais quoi toi en ce moment? C'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu fais? Alors en ce moment, vous pouvez me retrouver du coup sur Twitch pour apprendre le JavaScript. Non, je travaille effectivement sur un projet lié au stream et sur lequel je me challenge un petit peu sur les technofronts pour mieux pouvoir critiquer bien évidemment le JavaScript par la suite. C'est mon projet secret ça. Voilà. Ok, bon d'accord, on voit déjà ça commence par j'apprends le JavaScript, il est back, c'est signé. Et toi Will, tu fais quoi en ce moment? C'est quoi ton projet? Je fais rien, moi, je suis dans l'ombre. Non, moi je bosse sur un projet qui s'appelle Streely, qui est un projet qui va révolutionner le monde du stream, à minima. J'essaye de pas être trop prétentieux. Ouais, c'est plutôt du back ou du front ton projet actuellement? Les deux, moi, c'est vraiment complet, même si je j'ai pas trop les mains dans le back pour le moment, aussi bien, enfin en ce moment depuis même le début, je suis backseat par Romain Lenz, l'incroyable dev front back, on ne sait plus. Personne il me chapeaute un peu ce back. En fait, il chapeaute tout le monde, faut le savoir dans le métier. Oui, tous les streamers le savent, il chapeaute, il est toujours là. c'est le boss. Il faut pas lui dire, sinon il prend un grosse tête. Et toi, Willen, tu fais quoi de beau en ce moment? Et quand est-ce qu'on te revoit en stream? C'est ça surtout la question que tout le monde se pose. Ah oui. Alors, là où je m'en étais arrêté, on était sur de la formation 3JS avec 3JS Journey, c'était très très cool. Et éventuellement, si je reprends, ça sera sur ça, histoire de terminer au moins ce que j'avais prévu, les 2 premiers chapitres. Sachant que là, il y a Bruno Simon, créateur de 3JS Journey, qui a fait une mise à jour où on va pouvoir utiliser React pour faire du 3JS, ça a l'air vachement cool. Et pourquoi pas se m'amuser à faire ça aussi. Éventuellement, si j'ai de la motive, je reprends mon side project, le fameux jeu multijoueur qui est un petit peu laissé à l'abandon, là, on va pas se mentir. Il y a l'été qui est passé depuis un gros été, un été bien large. Et voilà, donc je vais essayer de m'y remettre là, tranquillement. Prendre un peu de temps pour ça, mais bon, c'est vrai que j'ai des choses à gérer, changement de taf, trucs dans le genre. Bon, c'est un projet très stylé quand même, ton c'est cool, il faut. Ok, donc on notera quand même que les deux devbacks sont en train d'apprendre le front. En tout cas, sont en train de se former sur des technofronts.
Ok. Le front est en train de prendre des parts de marché là chez tous les devs, j'ai l'impression. C'est plus intéressant. Donc, bien sûr. C'est pour ça. On en reparle après. Okay. Ne commençons pas des hostilités pareilles dès le début. Je propose de tranquillement déjà s'intéresser à ce que des gens ont pu louper par-ci par-là, même si en vrai, il faut avoir, je pense, vécu un petit peu dans une grotte pour l'avoir totalement loupé. Mais commençons par des petites actus qui sont passées. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais il y a eu des petites news, des petites choses qui sont passées, notamment un petit rachat de ce cher Elon Musk qui s'est permis de racheter Twitter récemment. Et il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça. Twitter était en flammes. Et j'ai été surpris de voir passer dans les actus des news du genre Elon Musk qui vire 2000 personnes, Elon Musk qui se retrouve enfin, il y a une demande soi-disant de la part de Musk d'imprimer le code de Twitter, que chaque dev envoie du code imprimé sur papier, s'il vous plaît. Que ça fasse remonter, ce qui a très vite été arrêté parce qu'on s'est rendu compte que c'était le bordel. Il me semble aussi, la rumeur étant que Musk se s'assoit, passe du temps avec les devs vraiment pour voir le code avec eux, donc il respire du code. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, tout ce remaniement dans les équipes dev de chez Twitter? Est-ce que vous étiez au courant et qu'est-ce que ça vous inspire? Wow, très bonne question en vrai. C'est moi, ça fait rire de l'extérieur, je trouve. Enfin, il y a un côté un peu absurde de la chose. Après, il y a le côté mégalo d'Elon Musk qui joue là-dedans. Il a acheté un jouet trop cher et il essaye à la fois de s'amuser et puis aussi récupérer un peu de thunes là-dessus. Donc, c'est un peu un mélange des deux. Je trouve de l'extérieur, ça fait un peu rire parce que c'est des prises de décision qui paraissent tellement absurdes qu'on imprimer des lignes de code, virer à tour de bras. Est-ce que c'est pas fait exprès ? Limite, on se demande. Ouais, je sais pas. C'est très. Je trouve que ça en dirait un nanar qui est tellement c'est gros quoi. Et je sais pas. Moi je trouve ça. J'en attends rien moi de l'arrivée de. Je sais qu'il y a beaucoup. C'est très partagé. Il y en a qui sont un peu en wait and see. Il y en a qui disent peut-être que ça va apporter des bonnes choses pour Twitter. Moi j'en attends rien. J'attends pas grand chose de cette plateforme désastreuse qu'est Twitter. Mais voilà. Mais même plutôt d'un point de vue managérial, tu vois, genre si tu bossais dans une boîte comme ça où il y je me serais cassé. Voilà. Ok, c'était ça la question que je me posais, tu vois, parce bon. que moi je me suis demandé, mais attends, mais tu bosses dans une boîte, il se passe ça, putain, mais enfin qu'est-ce que tu fais quoi? Et toi, Willen, t'avais dit un truc. Ouais, non, après, je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de com, tu vois, tu disais, il va faire des immersions avec les développeurs, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est pas une sorte de truc, il veut pas se la jouer un petit peu à Zuckerberg, regardez, je m'assois au milieu de tout le monde, tu sais, parce que moi aussi, je suis un techos, dans le fond, tu sais. Un développeur, c'est un développeur. On apporte une carte graphique. Bon, voilà, c'est ça, donnez-moi ça, avec un petit peu de sauce, alors... Donc ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'images et tout qui est mis autour de ça pour apporter une sorte de vent nouveau. Regardez, c'est quelqu'un de cool qui a Twitter désormais, on va faire des trucs cool ensemble, tu sais. J'ai l'impression qu'il y a ça, quoi. Et après, bon, en soi, éventuellement, tu sais, ça pourrait peut-être faire évoluer un peu la plateforme, peut-être, pour mettre un peu en valeur certains créateurs de contenu et peut-être booster certains créateurs de contenu et faire en sorte que les gens s'investissent plus, tu vois. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut, tu vois? Je me dis... Je sais pas. Après, Twitter, je la voyais plus comme une plateforme d'échange et tout. Enfin, moi, je me suis... Après, ça devient de moins en moins, mais à la base, c'était un truc sur lequel, moi, en tant que dev, je faisais de la veille et tout. C'est pas pour moi un réseau social que j'utilise en mode TikTok ou Instagram où je vais regarder, tu vois, des créateurs de contenu, quoi. C'est plus... les gens parlent de trucs qui les intéressent et partagent leur veille, ce qu'ils aiment, etc. Et enfin, voilà, je sais pas. Donc, bon, à voir ce que lui a comme vision pour la suite, quoi. Defnut, toi, de ton côté, qu'est-ce que t'en as pensé en découvrant toute cette aventure Enfin, moi, perso, je dis, ça m'a quand même fait marrer. D'habitude, l'actu, je m'en fous. Mais là, ça m'a quand même fait marrer. Je trouvais que c'était un peu trop, là. Ça dépassait mes attentes, quoi. Pour moi, je trouve que Musk, c'est un génie du troll. Enfin, vraiment, il est dans l'art d'excéder. Enfin, le fait de faire imprimer le code, je pense que c'est, pour moi, je vois ça comme de la blague. Au même titre que l'abonnement qu'il a voulu mettre en place là, enfin qu'ils veulent mettre en place pour conserver le badge de certification. Tout le monde s'offusque alors que il a tweeté justement très récemment qu'on était prêt à payer 8 balles pour un Starbucks qui était prêt
et qu'on consommait sous 30 minutes, alors qu'en fait, ta certification qui est à 8 balles par mois, bah du coup, les gens s'offusquaient, quoi. Donc je sais pas. Après, qu'est-ce que ça apporte de plus? Ça certifie effectivement ton compte. Bon, après que ce soit payant, je sais pas. Est-ce que quelque part ça peut pas permettre justement à certaines personnes qui n'avaient pas l'accessibilité facile, parce que pour celles et ceux qui n'ont jamais essayé de passer la certification Twitter, c'est assez compliqué à C'est un obtenir. parcours du combattant. Hein. Et c'est probablement fait par, à mon avis, en partie des algorithmes qui doivent qualifier avant de pouvoir avoir une vraie qualification humaine. Donc est-ce que c'est un mal? Berghain digital. Est-ce que c'est un mal pour un bien? Je sais pas, mais en tout cas, moi, ça me semble pas. Il y aura quand même des critères malgré tout. Enfin, si tu vas juste pas payer 8 balles et avoir ton. Ouais, je crois que c'est que en gros, tu sais pas, tu payes 8 balles et t'as ton badge. Enfin, de ce que ou peut-être que je sais pas encore. Moi, je crois qu'il y a toujours les critères, mais que ceux qui veulent une fois que t'as passé la sélection, tu payes tes 8 balles, quoi. Je me trompe peut-être, hein, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Je sais pas, pour moi j'aurais plutôt vu ça comme un dans ce cas-là, abonnement que tu payes. Ça sert à rien, parce que la certification, elle servait à on va dire, authentifier les vraies personnes, les personnes du public. Pour pas trop comme Twitch, parce que c'était pas le but d'avoir des avantages, c'était plus pour dire c'est une vraie personne. Par exemple, je pense notamment aux journalistes, ça permettait de vérifier que c'était un vrai journaliste, qu'on peut faire que c'est le compte officiel de la personne. Voilà, c'est ça, et que tu peux faire confiance à ce qu'il dit. Tu vas avoir des pseudos, tu vas avoir BFN TV qui va être certifié, qui va dire de la merde, des fake news en boucle, et le 3/4 vont tomber dedans parce que tout ressemble au vrai, sauf que... Mais bientôt, les gars, il y aura plus besoin de tout ça, puisque de toute façon, bientôt, rappelez-vous, l'algo va être refait et sera open source. Donc, il n'y aura plus besoin de certification, il n'y aura plus besoin de ces choses-là, puisque normalement, le feed sera beaucoup mieux qu'avant. Et sera plus basé sur du buzz. L'algo ne change pas le fait que tu peux raconter de la merde et le partager au plus grand nombre. Ouais, mais ça sera peut-être moins poussé qu'avant, tu vois. Ça dépend. Ouais, je sais pas comment serait fait ce système de filtre, de la légitimité d'un compte ou un autre de propager une info. Après, j'ai envie de dire, même certifié ou non, enfin, tu sais, de tomber dans le panneau de le Gorafi, enfin, tu sais, à chaque fois, on est à ça, quoi. Donc. Ouais, mais tu vois que il y a quand même la certification fait quand même un ménage. Les comptes pas certifiés, tu te dis, il y a quand même. Un impact qui te dit non, là peut-être que je vais quand même attendre de voir je sais pas, l'AFP ou des médias un peu plus classiques reconnus qui peuvent me donner la vraie info, quoi. En tout cas, moi c'est comme ça que j'aborde l'info. J'attends pas que Dylan56 me dise le monde va exploser la semaine prochaine, tu vois. Donc, je me dis peut-être que il a explosé en 2012, t'inquiète. Il y a eu des trucs pour ça. C'est terminé déjà. Ok, donc pour vous, l'algo open source de Twitter qui va un petit peu révolutionner le truc, vous y croyez pas trop? Enfin, c'est pas... je sais pas. Mais ça serait l'algo... parce que moi, j'ai pas trop suivi la partie algo du truc. Ça serait sur la mise en avant des profils ou pour la... En gros, pour résumer, Elon Musk qui mise avant tout sur le free speech, en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles il a racheté Twitter. C'était pas pour se faire de la thune, mais c'était pour garantir le free speech. Et justement, pour que la parole soit au maximum free speech, son but, c'est d'avoir un algo qui soit open source. Et donc, où vraiment, on sait ce qui est mis en avant ou pas. Il n'y a pas d'histoire de t'es cancel parce que l'algo pousse pas tel ou tel truc, telle ou telle catégorie de propos, ce genre de choses, quoi. Ok. De ce que j'ai compris, en tout cas, c'était ça. Après, est-ce qu'il y en a pas... Est-ce que s'ils passent open source, il n'y en a pas qui vont voir justement comment faire pour être vraiment, tu vois, bien référencé, et du coup, vers les bots, tu vois, qui vont te balancer du contenu pile poil comme il faut, et je pense que ça va être une... Et tu vas te retrouver avec une palanquée de trucs inutiles, et il va falloir que tu cherches au milieu de toute cette merde où est la bonne information et le truc intéressant. Ça va faire comme ils vont au petit de. C'est bien pour ça que. Ça va être comme la méta YouTube, tu vois. Ouais, mais à la fois YouTube, c'est pareil, c'est boîte noire. Mais c'est ça, il y a le mystère. Oui, mais tu remarqueras que YouTube, c'est une boîte noire, et si ils changent pas leur politique, tous les 6 mois à peu près, il y a une méta qui est. Oui, c'est ça. C'est les League of Legends, enfin. C'est le temps que les tryharders aient découvert. C'est ça, c'est comme du speedrun, tu vois. C'est une fois qu'on a découvert il va à tatillon, c'est qu'il y a des gens qui testent des choses pour voir ce qui fonctionne le mieux suivant l'algo. Si on te donne l'algo, c'est la foire.
Mais je crois que justement, c'est pas 4chan, je sais plus lequel c'est. Il me semble où il y a un algo. C'est Reddit, justement... je crois. C'est Reddit. Il me pardon, semble que c'est Reddit, ouais. Alors, qui est-ce C'est un qu'on algo avait parlé qui me semble est justement open source déjà. Et Ouais, où ça marche très bien Il me pourtant. semble que c'est Reddit, ouais. Oui, Mais Reddit aussi, t'as la communauté. T'as la communauté derrière qui fait que tu vas aussi C'est vrai. plus, tu vas pouvoir vraiment avoir un impact le sur moins. si c'est vraiment tout le monde dit que c'est de la merde, bah c'est que c'est de la merde, tu vois. Donc, Ouais. Alors Twitter, il y a pas de je dis que c'est de la merde. il y a pas de Jumpa, il y a pas Ils ont pas y a mis un de- truc comme ça sur Twitter récemment où tu peux dire à l'algo que tu veux pas ça. Je crois qu'il y a un truc alors, comme ça. je crois que tu peux faire en sorte que pour toi, pour ton profil, effectivement, toi. peut-être il y a des trucs que tu peux. Alors, et encore, je suis même pas sûr. Ah non, c'était en discussion. Il me semble que c'est un truc Ok, qui était prévu bon, bah, tu d'être vois, mis. je C'était dis n'importe quoi. un bouton pour dire en gros j'aime pas quoi. Genre parce que qu'il n'y ait pas que les cœurs en fait. Justement, Ouais, c'est ça. pour dégager des trucs, il me semble. Bah, je crois que ça allait avec et que c'est un truc qui était dans les cartons. Ok. Donc bon, pour vous, globalement, j'ai l'impression que c'est un peu mitigé, tu vois. Ouais, Genre ouais, Musk qui a racheté Twitter et tous les trucs qui s'annoncent, que ça soit au niveau du comment il manage et les nouveautés, vous êtes un peu tous un peu, j'ai l'impression, sceptiques. Bah, Genre, le en truc, mode, c'est que s'il arrive pas à faire de Twitter un truc rentable, parce que je crois, de toute façon, c'est pas quelque chose de rentable de base, je crois, Twitter, Pas du en tout. termes de. Absolument. non, Voilà. mais ces boîtes-là, c'est les rarement. En fait, c'est ce qui me fait peur, c'est que s'il arrive pas à ses fins, qu'est-ce que va devenir Twitter? C'est plus ça, tu vois. Alors, il y a aussi derrière, il a un autre projet qui est l'app X, qui est l'app à tout faire. En gros, il veut créer une app un peu universelle qui rassemble. Il y a beaucoup ça en Asie, des apps où tu as de la messagerie, mais ça te fait aussi ta carte bleue, ta carte de bus. Tu peux te faire livrer tes repas. Tout ça au sein d'une seule et même app unifiée. Et je crois qu'il veut utiliser Twitter comme point de départ de cette app, parce qu'il communique beaucoup sur cette app X, comme il l'appelle avec ce nom de code. Ok. Je crois qu'il veut utiliser Twitter comme point de départ de ça, mais à voir jusqu'où ça peut aller, parce que c'est vrai que en Asie il y a beaucoup d'applications qui fait tout quoi. T'as un groupe qui a une appli forte et ils font tout. C'est comme nous on a Uber Eats et tout. Eux ça va encore plus loin, ça gère les mails, ta carte de transport, etc. Ils veulent reproduire un peu ce schéma là. Bah, justement, on a une boîte qui s'intéresse au fait de tout bouffer et qui a mis littéralement des milliards en développement et en recherche ces derniers temps et chez qui ça se porte mal. Meta. Meta, tu parlais de l'appli X, mais s'il y a une appli X qui est en préparation depuis un moment, je crois que c'est plutôt du côté de Meta qu'il faut aller chercher. C'est ça, quand tu as évoqué ça, ça m'a fait tout de suite penser à ça. Ouais, le métaverse, tu sais. T'as un point d'entrée pour tout. Ouais, mais là, c'est créer un monde. Le pognon qu'ils mettent. Ouais, mais créer un monde, mais le pognon tu qu'ils rajoutes mettent, juste les la algos, partie graphique, mais en gros, c'est ça. Ouais, potentiellement. Je sais, là, moi, je le voyais plus. Enfin, je pense que lui, de son côté, c'est plus un outil vraiment comme on a une carte bleue dans notre poche. Que là, le métavers, c'est créer un nouveau monde par-dessus le monde. Je trouve que ça va encore plus loin. C'est un truc. En fait, là, toi, tu vises directement la finalité, mais dans un premier temps, ce qu'ils visent par leur développement et les milliards qu'ils mettent, c'est que peu à peu, j'ai l'impression, genre c'est moi qui ai fait les recherches. C'est faux, j'ai regardé la vidéo de NKBHG, quasi premier youtubeur tech, on va dire, américain. Le boss. Voilà, le boss, elle boss, voilà. Donc, il a fait une vidéo justement sur le sujet de Meta et ça m'a intrigué parce que c'est vrai qu'il mettait en avant le fait qu'on se fout un peu de leur gueule à raison parce qu'ils font plein de trucs qui vont pas, mais dans les faits, si ça passe la VR, même un petit peu, ils ont un monopole. C'est-à-dire que vraiment, ils ont tout mis dessus. C'est un gros coup de poker, tu vois, ils ont tout mis sur le noir. Si ça tombe sur la case noire, ils raflent tout, quoi. Ouais, mais c'est bien d'avoir le monopole, mais le monopole dans un truc qui marche, tu vois. Parce qu'à un moment, justement, Second Life, ils avaient le monopole de. Enfin bon. Ouais. Si j'ai le monopole du cassoulet aux antifrices, tu vois, c'est pas pour autant que les gens vont l'acheter et vont en vouloir, tu vois. Justement, l'erreur de Second Life, c'est que Second Life, c'était un pionnier. C'est que Second Life, ils étaient les premiers dans le truc, alors que Meta, ils sont plus vraiment les premiers, puisque comme tu as dit, il y a déjà eu les plâtres essuyés par Second Life, qui, qu'on le veuille ou non, a quand même fait de la thune, hein, ils ont quand même existé, tu vois. Bon, après, ils se sont cassés la gueule par la suite, parce que, ils ont pas des milliards à investir, peut-être. Mais Facebook peut tenir un moment, et quand tu vois tout ce qu'ils mettent en R&D pour le domaine, pour ce qu'ils sont en train de faire, et quand tu réfléchis aux avantages
qu'a la VR. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez des vrais avantages. Le fait que tu fous un casque dans ton sac, tu peux te mettre un quadruple screen que tu auras dans ta chambre d'hôtel quand tu vas taffer. Je veux dire, en fait, tu as des mises en pratique de cette technologie qui sont ahurissantes. Mais juste, on n'y pense pas parce qu'on l'utilise pas, tu vois, genre, et c'est pas terminé. Mais une fois que c'est en place et que ça fonctionne, je t'avoue que ça va être compliqué de ne pas l'utiliser. Mais vraiment, il y a trop d'avantages, en fait. Je suis un peu du même avis, moi, justement, sur le fait de se méfier un petit peu de, justement, ils sont peut-être un peu précurseurs là-dedans, c'est-à-dire que c'est peut-être encore un peu jeune, mais si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les séries, notamment un petit peu de science-fiction, si on peut citer ce thème-là, mais par exemple, si on prend ce qui a été fait dans Black Mirror, on est sur des choses un petit peu où on peut aussi extrapoler et s'imaginer que dans un futur proche, en fait, la VR soit vraiment une partie intégrante de la vie des gens. Et peut-être qu'aujourd'hui, en fait, on est encore un petit peu, encore un peu trop jeune. Mais comme tu l'évoques, Silver, effectivement, le fait d'imaginer que tu puisses t'évader et avoir un bureau virtuel. Alors aujourd'hui, peut-être que, voilà, techniquement, je veux dire, c'est peut-être pas agréable de garder un casque sur la tronche, etc. Mais est-ce que c'est pas un point de départ qui va mener vers quelque chose qui fait que ça va changer le quotidien des gens, tout comme le smartphone l'a changé? Moi j'aurais tendance à dire qu'il faut peut-être un peu peser justement les choses, et peut-être que sur le papier là c'est rigolo, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait Zuckerberg, et il est peut-être totalement dans un délire, mais en fait ça se trouve dans quelques années on se dira ah ouais, là ça marche maintenant quoi, ou je sais pas quoi. Mais du coup, est-ce que ça aurait pas été plus intéressant d'investir dans la VR elle-même que d'investir dans rajouter des jambes dans le métaverse? Parce que vraiment le métaverse en lui-même, je trouve que le produit en lui-même, pas fou. Mais la VR, ok, il y a un truc à faire, mais est-ce que c'était pas plus intéressant de dire... Ils le font aussi. Ouais, mais est-ce que de tout communiquer autour de ce métaverse, ça les met pas... c'est pas se tirer une balle dans le pied sur tous les efforts technologiques qu'ils font pour la VR? Après, tu mets le doigt, je pense, sur le problème avec Meta, c'est que leur com a jamais été ouf. Mais attends, vous avez vu le truc des jambes? Ouais. On a ajouté des jambes. Donc, vraiment, C'est beau. Non, c'est un sujet qui est compliqué en plus parce que la technologie coûte cher. On peut regarder ce que PlayStation a annoncé justement là il y a quelques jours par rapport à l'actualité. Je crois qu'ils ont annoncé leur nouveau casque de réalité virtuelle aussi. Et je crois qu'on est sur un accessoire, hein, je dis bien un accessoire qui coûte quasiment aussi cher que la machine. Donc peut-être qu'il y a aussi ce gap qui fait qu'en termes de R&D, c'est difficile de faire des produits accessibles bon marché. Donc du coup, peut-être que pour eux, ils préfèrent effectivement peut-être investir plus sur, je sais pas, l'intérêt de l'univers en lui-même avant même d'investir dans la techno, je sais pas. C'est vraiment... quand je dis techno, c'est l'accessoire, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un syndrome... je veux dire, c'est pas les premiers, hein, mais il y a un syndrome, c'est que vu que c'est une boîte qui a quand même mis du cash, tu vois, qui a quand même des possibilités, ils sont pas bons pour économiser, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression qu'ils investissent un peu trop facilement sur des trucs un peu hasardeux. Mais en parallèle, faut... Mais tu vois, faut pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, tu vois. C'est que quand même sur les 15 milliards qu'ils dépensent, il y en a que 500 millions qui sont à peu près bien dépensés. Les 500 millions suffisent à quand même faire, entre guillemets, la petite révolution qui fait que derrière, ça va relancer leur machine, quoi. Et je pense que c'est ce qui se passe, tu vois. Est-ce qu'ils vont avoir les ressources suffisantes pour mener tous les combats, les chantiers à la fois, tu vois? À la fois gérer la VR, à la fois gérer vraiment la partie univers, truc, la partie marketing, ensuite comment tu finances le truc, vraiment faire la partie sociale aussi, tu vois, parce que bon, on fait plus trop ça, quoi. Donc est-ce que au lieu de faire un truc bien, ils font que des trucs à moitié. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça risque pas d'être moyen produit? C'est ça, je suis entièrement d'accord. En fait, si tu veux, j'ai déjà rencontré ça dans des cas plus clients dans ma vie pro, et eux, j'ai l'impression qu'ils visent vraiment le truc de... Ils font un peu tout, n'importe quoi, et ils attendent qu'il y ait un usage qui soit trouvé. Ouais. Voilà, random, tu vois, ils ont testé les conf calls, ils testent un peu les trucs sport marrants, ils s'amusent, tu vois, genre en mode, ouah, c'est incroyable, ils attendent le moins de trucs qui va marcher, je pense qu'ils vont faire, ok, on met 10 fois plus. Là-dessus, maintenant. Je suis assez d'accord avec ça, ouais. La carte de la sûreté, ça aurait été plutôt de te dire,
J'attends que les autres font un petit peu, et dès que ça commence, tu vois, éventuellement, non. je me Bah, greffe. si t'attends, le problème c'est que le risque que l'autre prenne, quoi, tu vois. Enfin, il y a aussi ça, quoi. Moi, je pense que la On est carte quand à même jouer, sur un- ça aurait été de bosser, mais à mort sur la VR. Je pense qu'il y a des attentes folles autour de la VR. Ouais, voilà. Ouais. Et il y a des trucs de fou à exploiter. On est qu'au balbutiement. Et ils auraient exploité à fond cette carte-là. Ils auraient niqué le marché de. Et là, ils auraient pu asseoir une domination où ils auraient la techno pour faire ce qu'ils veulent dessus. Mais pour le moment, ils ont que des trucs là qui barbotent dans un coin là. Personne ne sait vraiment à quoi s'attendre, ce que ça va être. Est-ce que. Enfin. Pour l'instant, il crée pas vraiment l'engouement. Il crée de la curiosité, tu vois. Les gens sont curieux, se disent mais qu'est-ce que ça va être. Mais je connais pas vraiment de personnes qui sont voilà à 200% derrière le projet en mode vivement que ça sorte. Je suis pressé d'intégrer ça, tu vois. C'est vrai. Les gens sont dans une position d'attente, quoi. Pour l'instant. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'est peut-être justement parce que c'est une techno, on l'a pas, on l'utilise pas, on la connaît pas, tu vois. Genre, en fait, c'est tellement loin de nous que c'est compliqué pour nous de se projeter dessus. Je pense que, et ça, c'est encore une fois, c'est des arguments qui sont mis en avant, c'est une techno, tant que tu l'as pas chez toi et que tu peux pas l'utiliser, tu peux pas te rendre compte de à quel point ça change ton truc, quoi. Tu vois, ta vie. Comme dit Will, en fait, tant que la VR sera pas rendue à un stade où c'est agréable de l'utiliser, bah tu l'utiliseras pas, quoi. Parce que si Ouais, vous mais dites de merde à la GR, bah. T'es quand même obligé d'innover. Enfin, je veux dire, par exemple, tous les succès spatiaux qui ont été faits à mesure du temps, ça a été fait aussi parce que des gens se sont butés à essayer de faire des choses. Et l'innovation et l'amélioration technologique a amené aussi et a fait que, par exemple, on est arrivé à miniaturiser un téléphone, etc. Donc, il faut qu'il y ait des investissements, il faut qu'il y ait de l'entrepreneuriat, même si ça se casse la gueule, de toute façon, quoi qu'il arrive. Parce que c'est le progrès de tout ça qui permet aussi, quelque part, peut-être d'arriver sur des technos futuristes qui permettraient peut-être, je sais pas, d'avoir juste un bandeau lunettes et je sais pas comment ça pourrait être intégré ou peut-être carrément des globes oculaires, j'en sais rien, connectés. Wow. Non mais enfin, on peut aller très loin dans le transhumanisme après. Enfin, c'est un autre sujet, mais. Ouais, mais je veux dire je suis par là, d'accord. c'est que est-ce que c'était pas plus intéressant pour eux d'aller sur cette voie-là que d'essayer de s'éparpiller? Parce que je trouve que là, c'est pas on s'éparpille dans un domaine très précis, c'est que c'est tellement large, c'est qu'ils veulent révolutionner à la fois la VR et aussi l'industrie on va dire du divertissement vidéoludique. C'est Ce qui avait d'intéressant, alors je sais plus si c'est eux, mais ils avaient voulu, ils veulent apporter aussi la notion de toucher ce genre de truc, tu vois. Et je sais pas si ceux qui sont derrière le développement de gants, tu vois, de gants qui te permettraient éventuellement d'avoir un peu plus de feeling, ce genre de truc. C'est eux ça ou c'est pas eux? Des retours haptiques. Des retours haptiques. J'ai cru voir des trucs comme ça où on en entend parler en tout cas, mais je ne sais pas si c'est eux qui sont derrière ça. Mais tu vois, ça c'est typiquement le genre de truc. Éventuellement, ouais, pourquoi pas, tu vois, pousser ce genre de truc et améliorer l'expérience, tu vois, globale. Après, moi je dis ça, j'ai pas 70 milliards à mettre dans un techno, donc je leur laisse faire. Justement, je pense que c'est ça notre erreur, c'est que quand on se projette avec notre prisme à nous, on se dit vaut mieux jouer la prudence, vaut mieux investir mieux et tout. Mais je pense que quand tu es dans le cadre de ce genre de boîte, tu te rends compte que pour eux, et je pense que si tu fais les calculs, tu vois comment ça se passe, faut savoir que la seule survie de Facebook et de leur groupe Meta, elle tient juste du fait qu'ils ont racheté à temps les boîtes qui allaient les tuer. Bon, c'est juste ça qui fait qu'ils ont survécu. Mais ils savent très bien que tôt ou tard, ils vont crever, tu vois. À un moment donné, c'est racheter toutes les boîtes, ça suffit plus. À un moment donné, tu peux pas tenir comme ça indéfiniment. Non, ils vont crever avec des milliards, les pauvres. Bah non, justement, ils vont tout dépenser en espérant tout défoncer. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc je pense qu'en fait, ils dépensent sans compter dans tout. En se disant, on fait un all-in, quoi. En tout cas, moi, c'est vraiment le all-in. Moi, la vision que j'ai du truc, enfin, de ce que j'aurais aimé faire avec ces moyens-là, je pense qu'il irait pas dans ce sens-là. Mais je comprends la volonté de se dire on fait le plus possible dans tous les domaines pour se rendre le plus visible possible et on prend le plus de place possible. Et s'il y en a un qui prend, on va essayer de faire prendre les autres avec. Mais je trouve que c'est dommage, quoi. C'est dommage d'avoir tant de moyens et de s'arrêter là. Je trouve ça dommage. C'est à double tranchant, je pense. C'est genre, comme tu dis, ils réduisent peut-être leurs chances de succès parce que ils font que des trucs moyens, voire nuls. Mais en même temps, si jamais ça prend ne serait-ce qu'un peu, ils ont déjà tout et ils sont sur tous les fronts et ils peuvent bouffer le marché entier d'un coup. Et ils annoncent des deadlines, des jalons, des trucs sur l'avenir. Est-ce qu'ils ont dit telle année, dans 5 ans, on est
va essayer d'arriver là. On ça parle du arrive au pilote fil auto de l'eau. des Tesla ou pas? Pour l'instant, on a un jeu de PS1 dans un casque qui pèse 3 kilos, donc je pense qu'on on a le temps d'avoir des deadlines ou Je un pense. peu de la projection à ce niveau-là. Quoi. Il y a eu 10 milliards pour des jambes, tu vois, donc bon, je pense qu'il y a Oui, le temps, voilà, c'est ça, genre, on a le temps, on a le temps. c'est ça. Ouais, il faudrait qu'ils investissent dans des vrais produits, comme Street, évidemment. Ah, la rentabilité x 1000, franchement. Et que font-ils? Que font-ils, on se le demande. Ils se voilent la face. Franchement, c'est inacceptable. Bon, ok. Je pense qu'encore une fois, en fait, que ce soit Elon Musk ou Zuckerberg, on est perplexe, même si je pense que Defmute et moi, là-dessus, on a plus un avis, ou enfin, je sais pas ce que t'en penses, Def, mais moi, je pense que on reste très perplexe sur ce que fait Meta, mais moi, j'ai l'impression qu'ils vont quand même faire un sale coup, mais on va voir. Ouais, moi je suis plutôt prudent on guesse. effectivement sur le sujet, puisque encore une fois, enfin être innovant, enfin il faut y passer par là et il faut qu'il y ait des gens qui le fassent. Et comme tu le dis, si demain ils ont le moindre déclic sur un des trucs, bah ils pourront y aller à 100% et ils seront déjà prêts quoi. Donc bon, enfin après on peut en rire aujourd'hui, oui, mais peut-être que Mais c'est demain ça la qui me donne fait sera peur. différente quoi. Ouais. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur, c'est à quel point on arrive à en rire, enfin, à être en mode, bof, c'est vraiment, ils font de la merde. Ils font de la merde, c'est ça le pire, ils font de la merde, mais c'est les seuls à le faire. C'est ça qui me fait un peu flipper, c'est que c'est les seuls à vraiment le faire. Pas à fond. sûr, c'est ceux qui font le plus de bruit parce qu'on les connaît Ouais. le plus, mais je suis pas sûr que ce soit les seuls à le faire. Quand je dis c'est les seuls à le faire, c'est à cette échelle, je veux dire. Ça veut pas dire, je dis pas que c'est les seuls à le faire tout court, bien sûr, il y a forcément des gens qui le font. Peut-être hein, qu'il y en a, ouais. c'est le je cas. pense- c'est Même, il me semble même que c'est- Google a des trucs qui font ça. Évidemment. Qu'est-ce que n'a pas Google et même Apple qui sont plus sur la réalité augmentée, et on en parlera peut-être une prochaine fois. Mais c'est pas la même chose et c'est pas le même nombre de milliards qui sont investis, tu vois. Ouais, mais Donc, ça veut pas dire que c'est pas parce que t'as le plus d'argent que tu vas être le plus innovant. C'est vrai. Et je suis d'accord. moi, j'attends qu'il y ait un outsider qui sorte, qui nous dise regardez, j'ai tout pété pour 15 euros, et que ça soit là la vraie révolution et qu'ils mettent les milliards investis de Meta à la poubelle instantanément. Moi, c'est Tu vois. vraiment le plot twist que j'attends le plus. Ouais, quoi. mais t'as rachètera peut-être. Hein. Si le reste de l'argent d'ici là. Mais oui, je pense que c'est le truc qui T'inquiète. arrivera. Soit Zuc Meta, qui nous soit a montré Google. qu'il était prêt à donner ses propres parts, hein, s'il fallait, hein, parce que lui, il est prêt à tout, il fait des all-in. Tant qu'il peut racheter, il rachète, il en a rien à foutre. Mais ouais, non, moi c'est plus, je pense, moi j'attends plus un outsider qui a une vision très centrée sur, tiens, nous on veut améliorer la VR, on se focus VR à mort, le produit, le casque, on veut l'opti à la mort et on se dédie à fond à ça, et c'est ça pour moi qui va, plein de petits acteurs à droite et à gauche qui eux se focus à 100% sur une problématique, qui eux vont plus faire de choses que de s'éparpiller. Ok. Bah, ok, je comprends vos avis. En tout cas, à nous tous, on a un avis assez équilibré, j'ai l'impression. Ça, c'est plutôt pas mal. Au moins, on n'est pas en train d'encenser ni en train de flinguer le truc. Ouais, mais vous aimez trop les génies milliardaires, là, ça commence à me gonfler cette histoire. Hein. Non, mais pour moi, c'est pas un génie pour le coup. Zuckerberg, Comme tu l'as dit, Musk, il a plein de thunes. Et c'est le seul argument. Et comme je le dis à chaque fois, Zuckerberg, sa seule force, c'est de savoir juste racheter les boîtes avant qu'elles le bouffent. Hein. Actuellement, c'est ses seuls coups, c'est ça. Hein. Par contre, il est bon là-dedans. C'est une compétence, hein, manifestement. Revenons à des sujets un peu plus dev. Maintenant qu'on a vu un peu des potins sur les voleurs et les multimilliardaires. Pléonasme. Autre drama qui a un rapport avec Twitter, mais qui est plus dev. Les gars, il se passe quoi avec Next, enfin, c'est quoi le truc qui se passe en ce moment avec cette techno? Pourquoi j'en entends parler tous les jours, partout, tout le temps? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Ouais, Parce en que gros, j'ai loupé un train. T'as la société là qui est derrière Next là, donc. C'est quoi Next? C'est Vercel. Vercel, c'est Vercel, ouais. Et ils ont fait une conférence il y a une semaine ou deux, Ouais, je pense. quelque chose comme ça, pour annoncer la nouvelle version de Next, mais pas que, en fait. Attends, mais les gars, est-ce qu'on peut récap, s'il vous plaît, juste avant de partir dans le sujet, en mode on sait tous de quoi on parle? C'est pas le cas, il y a forcément des gens en chat qui ont entendu parler, enfin, pas que dans le chat, qui ont entendu parler de ça, de Next Nux, ils sont en mode bon, j'entends parler tout le temps, c'est quoi cette merde? Tu vois, genre, au bout d'un moment. Il fallait être meilleur et Alors, vous allez vous chercher, vous documenter. alors, non, c'est pas vrai. je peux peut-être m'y coller si vous voulez. Avec plaisir. Allez, on va faire du
En gros, donc, on va avoir des frameworks JavaScript qui vont permettre de réaliser des applications dites réactives qui vont... par exemple, vous allez cliquer sur quelque chose, ça va vous mettre, ça va vous faire un rendu tout de suite d'un autre côté. Enfin bref. Et on va avoir Next, lui, qui va englober ça en fait, qui va permettre de faire du rendu côté serveur et pas que, et qui va permettre en gros de pas mal d'autres choses, de faire du routing, qui va permettre comme de faire du rendu côté serveur, c'est-à-dire de générer tes pages à la volée côté serveur en fonction de certaines informations, ce qui fait que du coup, par rapport au moteur de recherche, tu vas avoir des trucs qui seront mieux référencés. Enfin, en gros, c'est ça. Très largement, c'est ça. Okay. Et voilà. Attends, on parle de Next ou de Nuxt, là? C'est la même chose. Okay. Alors, Next, c'est côté React, et Nuxt, c'est côté Vue. Voilà. Zwelkit. Vue ici, côté de Zwell. Donc les deux finalement c'est la même chose, c'est juste que l'un va avec un framework JavaScript et... Alors faut faire une grosse différence il y a de vocabulaire, parce qu'on parle beaucoup de framework JavaScript, tout n'est pas framework JavaScript. React, Vue comme on en parle ne sont pas des frameworks qu'on appelle framework. Vraiment quand il y a toute cette partie rendue côté serveur, donc Next et Nuxt sont des frameworks, mais des choses comme React, Vue s'apparentent plus à des libs qu'à des frameworks. Et Next, Nuxt, Zwelkit, tous ces outils-là en fait permettent de prendre ces libs et de les transformer en framework, de leur ajouter cette couche qui leur permet d'évoluer. Okay. Mais viennent avec aussi leur lot pourquoi? Parce qu'au final on se dit pourquoi on part pas directement sur des frameworks et on abandonne les libs et Next à 100%, mais ça a aussi des inconvénients et il faut poser le pour et le contre suivant les projets. Mais donc pour les gens qui découvrent ces technos, si je résume, alors attends, c'était quoi? C'était Next, c'est pour React, vous m'avez dit? C'est bien ça. Ça, Next c'est pour React, Nuxt c'est pour Vue, donc UU, ok, bien sûr, ok, on fait le rapprochement. Et comme on note dans le chat, ça permet aussi de faire du render côté serveur, donc ça peut se substituer à n'importe quel Python, PHP, ce que tu veux, qui va rendre ta page déjà côté serveur. C'est pour ça que tu parlais du référencement. Parce que tu rends la page. C'est ça, parce que normalement, dans une one-page application que tu vas faire sur React, par exemple, donc en fait, quand tu vas loader ton HTML, ce que tu vas avoir une seule div avec un app, et hop, tu as ton petit bundle JavaScript qui va venir transformer tout ça en ce que tu as prévu, qui va venir ensuite injecter du HTML et faire tout ce que tu as prévu dans ton application, ton menu, etc. Mais à la base, tu n'as rien, quoi, c'est vide. Et donc, quand Google va passer là-dessus, lui, il va pas injecter, il va pas faire tout ce traitement d'injecter le HTML qui a été prévu dans ton bundle React. Il va juste regarder le code source, il va se dire il y a rien. Il voit une balise, oui. C'est ça. En gros, t'as 2-3 tricks qui permettent d'améliorer un peu ça, mais c'est pas ouf, quoi. Alors que lui, Next, du coup, il va dire, par exemple, ma page About Me, tu vois, et je vais la générer côté serveur. Du coup, quand Google va venir regarder ce que c'est, il va avoir vraiment le truc qui est pré-généré avec tout le contenu. Ça va être magnifique. Et ça s'arrête pas là, ça a d'autres avantages. C'est que par exemple, tu as une personne qui n'a pas une grosse connexion ou qui est sur téléphone. Et au lieu que ça soit côté client que tu fasses 50 appels à différentes API, ça tu peux transférer côté serveur. Donc côté serveur, tu as une grosse connexion, une bonne fibre bien vénère, et donc tu vas venir déjà faire tous tes appels, hydrater tes composants et servir un truc tout prêt, parfait à ton client en une seule requête. Voilà. Exactement, ok, on optimise. Ok, donc c'est pour ça que c'est la révolution. Et donc, pour en revenir à ce que tu disais au début, il y a une conférence, et c'était quoi l'annonce incroyable sur cette techno? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout le monde en a parlé d'un seul coup? Turbo Pack. Ok, les Turbo Pack, il permet quoi? C'est quoi? Donc, je pense que la plupart des personnes qui sont sur le chat vont connaître Webpack. Webpack, Vite, ce genre de choses qui en gros permet de bundler ton projet, de tout bien te préparer, tu vois, te cuisiner ça, que ça soit prêt à mettre au produit. Voilà. Il va te prendre tes différentes libs de ton NPM,
faire du checking, prendre que ce qui t'intéresse, secouer un peu le tout et te servir un petit truc aux oignons, quoi. Et en gros, là, Turbo Pack, le marketing à 400%, en mode oui, mais nous, on fait 10 000 fois mieux, 700 fois plus vite, et en plus, on te sert un café à la fin. En gros, c'était ça. Enfin, c'est une RTX en fait. C'est ça. Donc en gros, là, ils annoncent que ça vend. Enfin, ce que ça annonce, ça vend du rêve en tout cas. Dans les faits, bon. Avec une semaine de recul, bon, il y a des gens qui ont eu le temps de tester, qui disent que oui, ton Hello World va aller vite. Aucun problème. Dès que tu vas faire vraiment l'utiliser, c'est un peu moins robuste que ce qu'on attendait. Mais après, c'est une alpha et je pense qu'il y a des choses à améliorer. Et aussi, il y en a qui en parlent dans le chat, c'est que par rapport à ce que faisait Webpack ou Vite jusqu'à maintenant, c'est que tout est fait avec Rust, qui est le gros changement aussi, et qui est un peu le langage un peu à la mode en ce moment. On entend beaucoup parler de Héritier Rust. du Python, non, il me semble. J'en sais foutrement rien, je suis un pauvre dev front. Ok. Mais il me semblait que même le logo et tout, ça ressemblait, enfin que c'était vraiment... le logo n'a rien à voir avec Python, je trouve. Ah non, ça n'a rien à voir. Autant pour moi. Je crois que c'est vraiment un gros R avec un engrenage et tout, enfin... Ok, j'ai dû confondre. Mais ouais, mais je pense que Chris t'en parlera mieux, mais tout est fait avec Rust, et c'est ça un peu la grosse nouveauté, et ce qui apparemment permettrait d'obtenir cette performance délirante. On annonce des 700 fois plus rapides que Webpack, des 10 fois plus rapides que Vite. Est-ce qu'Elon Musk a acheté Next et Nuxt? C'est la question. Bientôt, soon, hein, je pense qu'on attend que ça. Hein. Parce que vu les annonces là, franchement, on pourrait croire que c'est lui qui a la manœuvre, hein, honnêtement. Mais ouais, mais il y a un côté aussi un peu risible du truc, c'est que on arrive à des formats un peu à la Apple, des keynotes de fou avec des annonces incroyables, alors que c'est des frameworks quoi, JS, et il y a ce côté un peu drôle, je trouve, du truc du marketing qui dans le chat, c'est en train de troller vraiment là-dessus, et le trolling que on a entendu pas mal venant d'une personne qui est ici, Defmute, le fameux bah c'est ce qu'on fait en PHP depuis 20 ans quoi, c'est bien, c'est cool, belle évolution, le JS. Magnifique. Toi, t'en penses quoi de tout ça, Defmute? Récemment, j'ai eu l'occasion justement de me lancer sur Nuxt. Il y a un Nuxt 3 en RC, et j'ai eu la surprise de voir que l'une des dépendances n'était pas compatible avec le protocole HTTP2, donc ça m'a fait un peu vriller. Donc la base quoi. La base je sais pas, mais après bon, pas la faute de Nuxt, je peux pas cracher là-dessus, mais ça fait que au final tu te dis que l'écosystème semble pas forcément si stable que ça. Bon, après moi j'ai pas d'avis parce que je suis pas spécialiste, je voudrais pas non plus dire n'importe quoi. C'est bien nouveau ça. Pour nous cracher pendant nos streams. Defmute, il y a personne ne t'entend, on est entre nous, tu peux te lâcher, vas-y. Non, mais après voilà, enfin moi je pense que il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser ces trucs-là parce que c'est un effet de mode. Alors qu'en fait, un bon framework PHP fait aussi bien le boulot. Après, moi, je suis pas là pour vendre PHP. Enfin, je veux dire, kiffez ce que vous avez envie de kiffer pour faire vos projets, mais juste que, en fait, il y a d'autres langages et d'autres frameworks sur lesquels on arrive à des performances aussi bien faites si en fait vous maîtrisez bien votre stack de A à Z quoi. Et la différence de dire oui mais j'ai une SPA donc écoute c'est rapide, c'est réhydraté, ouais mais enfin si ton serveur de base de données derrière tu fais une requête SQL de merde, ta réhydratation en fait ça va te mettre un loader le temps que les datas arrivent, et tu vas juste avoir le semblant de j'ai pas rafraîchi ma page, ouais génial quoi. Donc pour le SEO oui c'est bien, tu vas avoir une impression de page qui est directement faite, et donc Google va dire waouh putain c'est bien, c'est rapide. Mais en fait, en vrai, derrière, si ton back-end il est éclaté, ça restera un back-end de merde et ça restera une stack de merde, quoi. Donc voilà. Ça dit les termes, ça y est, les termes sont dit. J'essaye de me calmer, après. Et justement, écoute, si tu veux, pour te calmer, je vais t'aider un petit peu. L'extension de tout ça, c'est... Toi, Defmute, tu codes en PHP. C'est bien ça, hein? Ouais, je suis spécialisé effectivement là-dedans, ouais. Après, voilà. Genre, c'est combien % du code que tu produis, le PHP, aujourd'hui?
À peu près, Aujourd'hui, mais- c'est du 95%, tu vois. Ouais, tu codes en PHP, donc ouais, c'est bien ça, ok. et toi, et vous, Willen, ouais, vos noms commencent pareil, c'est compliqué. Vous codez en quoi, vous, majoritairement? C'est quoi le langage qui représente la plupart de votre code aujourd'hui? Bon, JS, hein. JS, hein. Qui l'aurait fait? Pareil. Ben, un vrai bon langage, hein. C'est ça. Voilà, mais justement, la question que j'ai à poser, c'est quoi votre problème avec PHP là? Il se passe quoi là? Pourquoi Ah vous non, avez mais tous des soucis moi j'ai un avec background PHP, hein, je fais le malin, mais moi j'ai fait du PHP jusqu'à il y a encore Attendez. quelques Le années. problème de PHP, c'est que c'est un langage qui vient avec des rhumatismes. C'est que tout de suite, t'as mal au dos. Tu viens avec une petite canne. Là, le truc gratuit. T'es fatigué à 14h, tu C'est regardes ça. ton petit épisode de Derrick. Bon, c'est compliqué. Faut quand même pas oublier qu'au début, JavaScript, c'est quand même un langage qui te permettait de manipuler ton DOM. Hein. Donc de là à dire maintenant on veut faire des choses côté serveur, je veux dire, faut arrêter. Hein. Ouais, restez à votre place. Ouais, restez à votre exactement. place. Ouais. Nous, on a un langage unique, on peut tout faire. Oui, tellement tout faire que vous langage avez pour deux les façons maîtriser d'écrire des tous. fonctions et que c'est totalement délirant, quoi. Il y en a bien plus. Hein. Ouais, bah ouais. C'est justement ça le problème, on sait plus comment coder avec ce langage, c'est le bordel. C'est justement le souci. Vous savez pas apprécier les bonnes choses. C'est comme une belle pizza, on peut mettre plein de choses différentes dessus. Ouais, de l'ananas, ouais, pour que ce soit dégueulasse, on est d'accord. Ouais. Ah ouais, j'adore la pizza à l'ananas, donc tu m'auras pas là-dessus. Non, mais par contre, sans qu'on s'embrouille trop, mais juste, vraiment, je vois le truc récurrent à des gens qui sont premiers Doug, tu vois, genre c'est pas juste pour la blague. C'est PHP, il y a vraiment un souci avec ce langage. Aujourd'hui, j'ai encore plein de gens, quand tu leur parles de PHP, j'ai vraiment l'impression de leur parler du PHP de 1999, tu sais, où putain, on galérait à installer un vieux Apache, c'était la merde, tu vois. J'ai vraiment l'impression que les gens sont encore restés à ce temps-là. Alors non, pour il y a beaucoup de plein de trucs. Hein. Juste le fait de, par exemple, moi, allez, avantage à PHP, le fait de pas avoir à mettre 56 services pour pouvoir déployer ton app, ça fait quand même, c'est quand même agréable, quoi. Tu peux le faire tourner sur un vieux mutualisé qui coûte 2 allopas, alors que ton projet Node, c'est une tannée toujours à déployer. Donc bien joué PHP, vous avez gagné. Merci de le dire, parce que je dis souvent à chaque fois justement aux gens que c'est pour start-upper des projets en PHP, c'est quand même beaucoup plus simple. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et toi, Willen, aujourd'hui, donc tu codes surtout en JS, t'as dit? Ouais, mais moi j'ai fait, en fait, tous les premières années de ma carrière, j'étais sur du PHP. Hein. J'ai fait beaucoup de PHP. Je suis arrivé dans une boîte là où il y a 6-7 ans, et ouais, je faisais du Magento à l'époque. Du e-commerce, et c'était du PHP, donc non, j'ai fait du WordPress, hein, donc je suis un dev PHP. J'ai fait beaucoup de WordPress, effectivement, il y a longtemps aussi. Mais J'ai fait un ouais, stream PHP il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est ça. Non, mais après, faut remettre les choses à sa place. En fait, faut voir ton besoin, en fait, avant tout. Tu vois, t'as pas toujours besoin de React, t'as pas toujours besoin de Next, t'as pas toujours besoin de PHP. Enfin, ça dépend ce que tu veux faire. En fait, c'est surtout fais-toi kiffer. Si tu veux faire un petit site vitrine et tout, et que tu commences tranquillement, bah fais un WordPress, écoute, au moins si ça te permet de te lancer dedans. Bon, c'est sûr qu'en termes de nommage et de convention, tu partirais pas sur la meilleure base, mais au moins, tu vois, ça... Non, mais... Il fallait quand même une crotte de nez, hein. C'était obligatoire. Hein. Non, mais alors qu'en soi, c'est pas si mal. Hein. Mais en fait, moi j'aime bien WordPress pour le coup, enfin j'en ai fait beaucoup, et en fait, c'était pas si mal, mais par contre, c'est vrai que si tu parles vraiment de bonnes pratiques et de conventions de façon moderne, bah c'est plus trop dedans, quoi. Donc, bon, c'est quoi le PHP? Le PHP, c'est plus du tout dedans, non? Non, et c'est quoi? Ah, WordPress. Okay, oui, parce que voilà. Ils sont restés à l'ancienne. Il était là prêt à foutre la clé. Ah, je l'allumais là. Là, je sentais le bégon là. Attention. Là, j'allais le démarrer là. Par contre, après, ouais, maintenant t'as des trucs qui sont très très cool. T'as Laravel, t'as Symfony, enfin voilà, il y a des trucs très cool. Et je crois qu'en plus, si je dis pas de bêtises, depuis PHP 8, les performances de PHP sont loin d'être ridicules, hein, il me semble. J'ai vu 2-3 benchmarks. On aime bien Taunt PHP, c'est juste que pour moi c'est vraiment le jeu du chat et chien, on stackine. Bon, après... mais c'est vrai que ceux qui sont premier degré, c'est des animaux, faut pas les... Après JavaScript sans TypeScript, bon, hein, on va peut-être pas non plus trop se la ramener, quoi. C'est ça que faut savoir aussi.
J'ai envie de te dire, PHP sans Laravel, hein, qu'est-ce que c'est finalement? Bah, c'est ce que j'ai pondu en stream l'autre jour. Et là, il y a tous les gens qui utilisent Symfony qui vont me tomber dessus. C'est 2 frameworks de PHP, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors que Cake PHP, c'est pas bien ça. Je vois pas de quoi tu parles. Code Editor, Zen, tu veux parler On a tous nos tares hein, à un moment. Laissez les squelettes où ils étaient, c'est très bien. La job de Cake PHP à l'époque était formidable. Moi, je sais que c'était le cookbook Cake PHP. Et d'ailleurs, en parlant de techno qui sont un peu plus à jour, est-ce que vous utilisez Tailwind? Oui. Alors, moi, j'utilise Tailwind et j'ai souvent. Vous utilisez pas Bootstrap? Non, enfin, alors Bootstrap ou Tailwind, mais j'ai souvent le discours de ah mais tu fais pas du CSS from scratch. Alors, moi, je voudrais qu'on clarifie une chose en disant voilà, Tailwind. qu'est-ce que c'est? Il faut le clarifier. Voilà. Parce que je voudrais qu'on spécifie 2 choses. C'est qu'il y a 2 choses dans Tailwind. Il y a Tailwind UI, qui est une librairie de composants déjà tout fait. T'as des cards, t'as tes formulaires qui sont déjà tout faits, où tu peux faire des petites retouches de CSS. Des thèmes et tout, ouais. Un peu, c'est Bootstrap. un peu comme un Bootstrap-like, où tout est déjà tout fait, c'est pas fait pour que tu fasses ton propre design avec. C'est fait pour Bootstrap un projet. C'est ce que j'ai fait sur mon dernier projet. Voilà. C'est un Bootstrap payant. Et t'as Tailwind CSS, qui est une autre façon d'écrire son CSS. Ça t'apporte des classes utilitaires pour remplacer la façon d'écrire son CSS. Et ça, c'est différent. Moi, j'adore Tailwind CSS, mais j'ai jamais utilisé Tailwind UI. Donc c'est bien, Tailwind CSS, c'est vraiment faire du CSS, mais à travers une nouvelle façon de l'écrire. Alors là, t'as marqué un point sur le fait que faut pas oublier que Tailwind, faut savoir faire du CSS, bien faire du CSS pour bien faire du Tailwind, tu vois. Ça ne retire en rien, c'est vraiment écrire de CSS différemment. Exactement. C'est pas faire de CSS. Ça, malheureusement, t'as beaucoup de jeunes développeurs qui vont se dire « Ah, le CSS, je n'aime pas ça, donc je vais faire du Tailwind. » Mais en fait, du coup, ils vont apprendre à faire du CSS, mais au travers de Tailwind, et potentiellement, et des fois, ils vont être totalement perdus, alors qu'en fait, s'ils avaient appris justement le CSS, ils auraient beaucoup plus de facilité à utiliser du Tailwind ensuite. Et donc, moi, en fait, je me dis, pourquoi pas, tu vois, Tailwind. Si tu te trouves que tu t'es meilleur avec, et que tu vas plus vite, et que tu arrives facilement à créer tes composants avec, en fait, why not, tu vois, mais apprends déjà comment fonctionne le CSS, et tu vas voir qu'en plus, tu seras encore meilleur dans ce que tu vas produire ensuite sur Tailwind. Ça ne retire en Après, rien, Tailwind permet quand même d'avoir un certain nombre de raccourcis justement pour toutes ces classes utilitaires, et ça t'évite aussi d'avoir à redéclarer finalement et à réinventer l'eau chaude sur des concepts de base de placement d'éléments. Après, de là à dire qu'effectivement faut ignorer le principe du fonctionnement du CSS, je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit quelque chose qui faille absolument défendre, de dire ouais, abandonner le CSS. Mais faut quand même pas oublier qu'après aussi dans le monde pro en règle générale il y a une problématique de rentabilité et en fait à la limite Tailwind permet d'aller plus vite, et si tu veux approfondir tu peux éventuellement effectivement, et tu devrais même apprendre le CSS pour perfectionner si ton besoin est. Mais si Tailwind te permet, je sais pas, de charter et de répondre à ton besoin client rapidement, en fait moi je vois pas trop la problématique vis-à-vis de ça, quoi. Par contre, faut bosser dans un environnement composant, tu vois, je pense. Typiquement, tu vas pas utiliser du Tailwind avec du PHP comme ça sans avoir la notion de composant, parce que je crois que tu perds un peu tout l'intérêt, et c'est là où tu vas te répéter, tu vas te créer de la dette, parce que du coup tu vas avoir tu vas utiliser à 50 endroits avec et tu vas à chaque fois recopier tes mêmes classes pour pouvoir bien styliser de la même façon. Et là, du coup, je trouve que tu perds tout l'intérêt. Enfin, moi, de mon point de vue, c'est ça. Pour moi, il faut vraiment que tu aies vraiment une approche très axée composant. Tu te dis, bon, bah voilà, je vais créer mon composant, je vais bien essayer de tout découper mon code et de tout bien compartimenter par composant. Ensuite, sur chaque composant, je vais utiliser mon Tailwind pour bien appliquer le style que je veux, parce que c'est comme ça que j'aime le faire. Et après, je vais réutiliser mes composants. Par contre, si effectivement, tu n'es pas dans une approche composant, là, je trouve que ça devient vite fait un gros bazar. Dans quel sens tu penses que ça devient un bazar ? Bah, en fait, sur la déclaration des styles, c'est ça, non ? Alors, on rappelle quand même, au cas où, pour ceux qui vous découvrent, en tout cas qui découvrent l'un de vous deux, c'est Defmute, Defback qui a utilisé Tailwind pour faire du style, Willen,
un barjo du CSS comme j'en ai rarement vu. Voilà, faut quand même préciser les choses. Will qui se situe un peu pas entre les deux, mais qui est très CSS aussi. Pas spectateur de ce qui se passe là actuellement. Voilà. Je regarde cette confrontation avec grand plaisir. non mais c'est vrai que les gens se rendent pas forcément compte, tu vois, s'ils connaissent pas les deux profils, à quel point les deux sont opposés sur le profil en tout cas. Ouais, mais en fait c'est, tu vois, enfin le délire de faire du design de composants, enfin moi je le valide à 100%. Effectivement, avoir cette aptitude de pouvoir effectivement penser composants et de se dire que tu vas réutiliser des trucs comme en front dans ton code. Dans les faits c'est bien, mais en fait dans le back-end c'est aussi pareil, tu vois. Enfin on peut aussi parler de design de composants en back-end, et en fait quelque part des fois, j'ai envie de dire, tant que le résultat est là, c'est ce qui compte, quoi. Après, le fait de répéter des classes à foison dans le code, si tu t'intéresses un petit peu à la doc de Tailwind, tu te rends compte qu'il y a effectivement des directives genre apply qui te permettent d'éviter finalement d'avoir à faire ça. Et ça, je pense que c'est quelque part aussi quelque chose que beaucoup de personnes critiquent de Tailwind, c'est-à-dire qu'ils vont dire « Ah oui, mais Tailwind, je suis désolé, tu mets tes classes, t'as 10 000 classes pour faire ton pauvre bouton. » Ouais, sauf que si tu regardes la doc, et si tu te renseignes un peu, tu te rends compte qu'en fait, tu peux faire une seule classe qui apply un ensemble de classes. Et donc en fait, ton problème est résolu. Attention avec apply, parce que même le créateur de Tailwind a dit c'est pas très bien le apply, utilisez plutôt thème. Oui, ou alors après une autre option, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a des possibilités finalement de contrecarrer ces effets de, tu vois, de. Et t'as le purge CSS qui te permet de retirer tout ce que tu n'utilises pas. Et du coup, il y a moyen de bosser à peu près proprement en tout cas avec Tailwind sans pour autant avoir 15 classes par élément dans ton code. C'est ça, ouais. Ok, mais donc pour vous, au final, si jamais quelqu'un devait apprendre le dev, parce que c'est une question qu'on m'a posée et j'avais un avis qui était assez mitigé sur la question, qu'aujourd'hui quelqu'un doit apprendre le dev, est-ce que vous lui diriez, commence direct par Tailwind, c'est pas si grave, ou vous direz non, faut que tu apprennes le CSS avant? Non, jamais. Rien. En fait, Tailwind n'est pas un remplacement du CSS, ça simplifie son écriture dans le sens pour où... certains, si, quand même. Tu peux très bien faire des trucs stylés sans faire une goutte de CSS avec Tailwind. Avec Tailwind UI. On est d'accord dans ce cas-là. Tailwind CSS, oui, avec UI, CSS, en passant aussi par UI. Tailwind CSS te dit juste que background red devient BG-red en classe. C'est vraiment une autre façon d'écrire ton CSS. Tailwind UI est une librairie de composants où là, oui, tu peux sortir des composants et qui, de base, seront giga stylés par rapport à cette merde qu'est Bootstrap. Et ça vaut le coup. Mais Tailwind CSS, c'est vraiment juste écrire différemment. C'est des classes qui remplacent des propriétés CSS. En fait, là où je fais vraiment ce combat qui peut se faire, c'est que autant avant avec Bootstrap, tu fais moins te le poser parce que ce que je mettais en avant, c'est que Bootstrap, il te permettait de faire quelque chose, mais dès que tu voulais le modifier, il fallait que tu ailles quand même dans le CSS, tu vois, tu avais quand même une limitation. Là où Tailwind, il est assez malin, c'est que tu utilises UI pour faire ton thème, et après, si t'es un minimum bidouilleur, tu vois, quand même tu ferais du no-code, tu codes même pas vraiment, tu peux quand même aller dans les classes et dire « Ah tiens, il y a marqué 5, je mets 4 », tu vois. Ouais. Mais tu fais pas de CSS pour autant. Et tu peux te débrouiller à faire un truc qui est propre. Et encore une fois, je vise un peu Defmute qui a réussi à faire un site qui était plutôt clean en full Tailwind. Et il me semble que t'as pas fait une seule ligne de CSS. Tu vois, t'aurais pu être un dev qui a fait que du back, qui fait un truc stylé en full Tailwind. Et donc, moi, ma question, c'est si aujourd'hui, demain, je veux être dev, est-ce que pour vous, c'est une erreur, il faut pas faire ça, ou est-ce que c'est ok? C'est. En fait. Dans tous les cas, je pense qu'il faut quand même passer par le CSS, mais après, je mettrais pas ça sur le fait de si je veux devenir dev, est-ce que je dois être Tailwind, c'est un peu comme tout à l'heure, c'est est-ce que sur ce projet-là, Tailwind ça match, tu vois. Moi, je vois plus ça comme ça. En gros, tu vas pouvoir faire une super application métier assez standard en termes de design, tu vois. Tailwind, c'est très cool. Par contre, tu vas bosser sur un site créatif pour je sais pas, un artiste, machin, et en gros, t'as ton designer qui va se lâcher un peu. Voilà, je peux te dire que si tu veux faire la même chose avec Tailwind, je vais vous faire les doigts pendant quelques temps pour pouvoir faire ce que tu veux faire, alors qu'en fait, avec du CSS, pour le coup, ça aurait été très simple, quoi. Ouais, ça dépend du contexte, ouais. Mais justement, moi, là, c'est pour ça que quand on m'avait posé cette question, j'avais été pas vindicatif, mais j'ai justement dit que c'était pas un souci, personnellement, c'est parce que ouais, mais le contexte aujourd'hui, dans la majorité des cas, il est comment à votre avis? Est-ce qu'il est très artistique ou est-ce qu'il est de plus en plus en train de se standardiser? Personnellement, je le vois beaucoup plus standardisé plus que jamais. Ça dépend, parce que toi, en fait, c'est différent parce que toi, tu bosses beaucoup sur des produits. Et oui, sur le côté produit... Plus de produits. Quoi? Il y a quand même
je veux dire, dans le business aujourd'hui, t'as plus de produits. Les cas artistiques arrivent, mais c'est quand même moins le cas sur le marché. On t'appelle en plus pour des produits qui sont standardisés. Évidemment. Que pour des trucs très artistiques, tu vois. Ouais, après, j'essaye de te contredire et j'essaye de trouver une phrase qui va permettre de le faire, mais là j'ai rien qui me vient, mais oui. Oui. Oui, mais ça dépend, quoi. Oui. Ça dépend, Sylvain, ça dépend. Ça dépend de ce que tu veux être comme dev, tu vois. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. En gros, si tu veux être est-ce que je veux être un dev qui peut bosser un peu sur tout et n'importe quoi, et auquel cas, bah voilà, je sais que du coup, je vais maîtriser les bases, donc après, je vais pouvoir utiliser Tailwind parce que là c'est Tailwind. Mais pense aussi que tu vas peut-être arriver dans ces boîtes où il va te dire, bah tiens, on va te ce projet-là, et que tu n'auras pas le choix de la techno. Et du coup, si c'est pas un Tailwind, bah tu seras pas con parce que toi, tu sauras faire que du Tailwind. Donc, alors que si tu sais faire du CSS, bah après, tu utilises le que tu veux. Ouais. Après, en théorie, quand tu arrives dans la boîte, tu es censé être recruté aussi sur des compétences. Donc, si on te dit, genre, venez, c'est du Tailwind, et qu'au final, on te dit, bah non, c'est du CSS from scratch, il y a peut-être erreur aussi. Dans une boîte produit, mais si tu bosses en ESN, tu sais pas sur quoi tu vas être. Moi, sincèrement, si demain je recrute un dev front et que sur la fiche de poste c'est marqué Tailwind, mais demain je le mets sur un projet où il n'y a pas Tailwind, il est pas fichu de foutre du CSS, je pète les plombs. C'est vraiment, pour moi, de être dev front et ne pas savoir faire du CSS, c'est rédhibitoire. C'est une grosse partie de notre travail de faire du CSS malgré tout, même si on fait aussi beaucoup de fonctionnels, on fait beaucoup de choses, mais pas savoir faire du CSS, c'est la base. HTML, CSS, c'est la base pour tout dev front. Et si tu sais pas faire ça, que tu saches faire du Tailwind, que tu sais utiliser Redux sans même utiliser Toolkit, je m'en carre le fion. C'est faire du CSS le minimum. Bon bah vous avez entendu les avis divergents dans cette conversation. Non mais là-dessus, je pense que Willen, t'as eu le propos, on va dire, le plus mesuré, c'est en vrai ça dépend de quel dev tu veux être, parce qu'il y a un marché pour tout, il y a un marché qui... Parce que justement, comme tu l'as dit, Will, c'est toi dans ton cas, si jamais du CSS, mais les projets que j'ai vus où il n'y avait pas une goutte de CSS à faire et que tu avais juste des templates qui sortaient déjà avec le CSS tout fait, et quand bien même tu saurais pas en faire, en vrai tu seras pas... ça sera pas un problème. Ouais, mais jamais... Attends, mais jamais de la vie, un dev front n'est jamais confronté à du CSS. Oui. En fait, j'arrive pas à imaginer un cas où dans ta carrière, en tant que dev front, tu n'es pas confronté à du CSS. C'est ça, après, est-ce qu'on parle de front ou est-ce qu'on parle de full stack, on parle de quoi, tu vois, c'est... Là, moi, je me concentre sur le dev front. Hein. Je me concentre sur le front. C'est pour ça que je spécifie front à chaque fois. J'avoue qu'elle full front sans savoir faire une goutte de CSS. Un dev back qui sait pas faire de CSS. En fait, moi j'aime bien travailler avec des dev back, ou faut même en général des gens dans le web qui savent faire un peu de CSS parce que ça facilite beaucoup les choses. Des designers qui savent faire un peu de CSS, c'est super agréable. Des dev back qui savent faire un peu de CSS, c'est super agréable. Par contre, je leur rends pas la chose obligatoire. Mais des dev front, j'aimais bien le mot front vraiment en gras et en 72, sachez faire du CSS, c'est le minimum. Et c'est vraiment la base. C'est ça. Et des fois, je pense que Tailwind aussi, alors vous me direz si je me trompe, mais est-ce que tu vas pas te faire des nœuds au cerveau pour des trucs qui sont résolus vraiment en une ligne? Tu vois, par exemple, je veux dire, j'en parlais cet après-midi avec un collègue, on parlait de Tailwind justement, et je disais, imagine, tu as un composant card. Ok, dans ton card, tu as une image et après tu as un titre. Je veux que quand j'ai pas d'image en haut de mon card, et ben mon titre, je sais pas, il y a un padding au-dessus, un truc, tu vois. Donc en gros en CSS, tu vas dire dans ma card, image plus machin plus titre et tu vas faire quelque chose, tu vois. Et auquel cas ça l'aura pas. Donc ça c'est simple, tu vois, c'est vraiment une ligne. En Tailwind, comment tu gères cette notion de contexte et de, tu vois, alors là, il y a aussi d'autres cas de problème. Il va falloir gérer ça dynamiquement. Là. En gros, il va falloir que tu rajoutes de la logique dans ton JavaScript et dans ton truc pour pouvoir gérer ce genre de cas. Alors qu'en fait, tu déportes un peu le problème qui, normalement, c'est juste du style et tu viens le foutre dans ton JavaScript, tu vois, pour résoudre ton truc. Quoi. Donc, cas simple, par exemple, notamment sur React, une librairie qui est beaucoup utilisée pour faire des selects, c'est React Select,
qui est une librairie qui est trop bien parce qu'elle permet de gérer énormément de cas de select, des multi-select, tu peux choisir les options si tu veux leur mettre une icône, machin, etc. Enfin bref, tu peux faire pas mal de choses. Le seul problème, c'est que tu peux pas foutre des classes sur tes éléments avec cette lib. Donc tu peux pas utiliser Tailwind. Tu peux mettre qu'un préfixe à tes classes, mais tu peux pas utiliser Tailwind avec cette lib. Pourtant, extrêmement utilisé. Hein. Moi, j'utilise, pour tous mes cas de select, j'utilise, et beaucoup de boîtes, beaucoup de projets utilisent React Select. Donc, tu es obligé de faire du CSS pour pouvoir l'utiliser. Tu n'as pas le choix. Si tu veux te styliser un petit peu, tu es obligé de faire du CSS. Et dans ce cas-là, si quelqu'un ne sait pas foutre même ne serait-ce que des background color et des borders, il est foutu, quoi. Il est foutu. Et il a un truc, t'as un truc avec une giga chart super classe, super stylé, un design system de fou, et t'as un pauvre select là qui fait la gueule parce que tu sais pas faire du CSS. Ça me rendrait fou. C'est inconcevable pour moi. T'es un puriste, Will. Ah non, mais c'est le minimum. Tu peux pas dire dev front, le côté front, notre métier au début, même s'il a énormément évolué, je veux bien l'avouer, ça reste un métier d'un T qui est l'HTML et CSS. Et ça, tu peux pas le retirer au métier de dev front. C'est ça. Maintenant, c'est vrai que t'as beaucoup. Enfin, j'ai l'impression qu'on tend vers de moins en moins de CSS. Parce que tu vas arriver dans des boîtes, ils vont voir leur design system et t'as des mecs qui sont affectés à ça et t'arrives, en gros, tu utilises les composants et finalement tu te retrouves un petit peu moins à en faire. Mais si tu veux t'investir un peu plus et tu vois, tu te dis, moi aussi j'ai envie de. De toute façon, tu devras en faire. Enfin, c'est ça en fait, c'est jusqu'à où tu mets le curseur et est-ce que tu veux juste en gros être un mec qui va assembler des pièces et des briques ou est-ce que tu veux faire partie aussi, enfin, être un mec qui va construire ces fameuses briques, quoi. Ça, par exemple, par exemple pour DevMute, est-ce que tu trouverais ça logique, je sais pas, un dev back qui sait pas faire une API ou qui sait pas communiquer avec une base de données? Aujourd'hui, les ORM sont suffisamment implantés dans les frameworks pour qu'en gros ils aient une utilité. Est-ce que c'est performant? Ça dépend de la problématique. Si jamais il y a une problématique de performance qui se pose, pour moi c'est là où tu dois éventuellement soit monter en compétence, mais si tu fais le taf avec un ORM et que l'ORM apporte la réponse, d'ici à ce qu'il y ait un problème, d'ici à ce qu'il y a de la volumétrie pour rencontrer le problème, moi ça me pose pas de soucis, quoi. Je travaille avec des API, alors arrête de niquer mes exemples. Non, mais tu me poses une question sur non, mais il y a SQL. des bases. Je veux dire que même dans chaque métier, même dans le côté back, il y a des bases, peu importe le langage que tu utilises, qui définit le fait que tu es dev back. Pourquoi tu es dev back? Qu'est-ce qui définit que tu es dev back? Qu'est-ce qui définit que tu es dev back? Typiquement, si tu sais faire du PHP, tu peux faire une API. Enfin, en fait, t'as pas de. Pour moi, l'API, c'est juste. Qui fait du PHP et qui sait même pas faire une API. Ça te paraît fou? Et moi, ça te paraît pour le CSS. Un dev front qui sait pas faire de CSS, ça me paraît inconcevable. Ouais, je sais pas. Moi, je suis plus nuancé dans le sens où le côté SQL est pour moi l'exemple qui se rapprocherait peut-être un petit peu plus du contexte du front. Après, sous le pattern, pour le pattern d'une API, pour moi, c'est pas forcément des prérequis, quoi. Tu vois, ça dépend du contexte. Je pourrais pas. L'exemple du SQL est plus celui qui s'en rapproche effectivement pour moi. C'est-à-dire que oui, il y a la vraie question de savoir comment techniquement une personne qui sait faire du SQL from scratch, est-ce que c'est pas plus intéressant qu'une personne qui utilise un ORM, voire même qui s'appuie sur des scripts par exemple pour obtenir le résultat d'un calcul. C'est bon, il y a beaucoup de. Ça dépendra, ça peut être solutionné. MySQL est très puissant par exemple, je sais qu'avec les requêtes SQL on peut obtenir des résultats très puissants, mais j'ai été confronté très récemment sur de la migration de données, par exemple d'une plateforme Magento vers une plateforme justement très fermée, donc propriétaire à la boîte pour laquelle je bosse. Et en fait, le dev qui bosse pour moi au début, il était parti sur du full SQL pour traiter. Très bien, je lui ai dit écoute, c'est très bien. Seulement temps de traitement, je crois, de la requête c'était 1 minute et quelques, parce qu'il y avait du JSON, il y avait des délires, quoi. Et je dis mais mec, en fait, tu te rends compte que le faire en SQL, c'est très bien, mais il y a un moment donné, en fait, on va aussi chercher la rapidité d'exécution. Et je lui ai dit là, si tu bypasses ta requête et que tu passes vers un truc simple avec l'ORM et que derrière tu fais ton traitement avec ton script, en fait c'est peut-être plus adapté, quoi.
Donc je parce sais que pas, après je nuance. Description simple, il y a genre la moitié des gens qui l'ont pas compris, j'en suis Ouais. sûr. Ils ont rien compris à la Quelle démarche. Mais défaite, donc, moi je t'ai suivi. en gros, avec des outils externes, donc tu peux faire en sorte de faire le truc assez parce que facilement. je donne Après- pas mauvais exemple. Tout Ouais, faire non, à l'ancienne. après Donc, en attention. gros, t'es moi- en train de dire que Will est un arriéré qui veut tout faire à l'ancienne. Non, c'est non, que tu dis des non, fautes. non, Non, parce que absolument moi, pas. si je peux éviter de faire du CSS et utiliser Tailwind, je fous Tailwind partout sans problème. Mais Et ça moi, me Ouais, je rejoins Will et William sur le fait que moi j'ai évolué avec le web, donc c'est-à-dire que l'arrivée de Bootstrap, l'arrivée de ouais, moi je suis un boomer. il est né avec le web. Je suis né avec le web. C'est-à-dire que J'ai grandi je suis avec. le fils de Tim Berners-Lee. Et en fait, moi j'ai vu en fait l'évolution de tout ça. C'est-à-dire que j'ai vu arriver ces choses sur le marché et je fais partie des personnes qui ont fait du CSS, qui ensuite sont passés sur du SAS. J'étais tellement matrixé parce que déjà le CSS de base, j'avais du mal à m'organiser correctement. Ceux qui me suivent en stream, vous savez très bien que l'organisation d'un projet, c'est un truc qui me trigger à chaque fois, ne serait-ce que dans l'architecture des dossiers, etc. Et SAS m'a apporté énormément de possibilités de structuration sur le fait de faire des variables, etc. Sur le fait de pouvoir dire, voilà, je fais genre une feuille SAS pour des boutons, une feuille machin. Et au final, j'en suis arrivé à mon besoin, effectivement. Tailwind pouvait y répondre. Maintenant, si demain, on est dans un contexte où, par exemple, effectivement, site d'un artiste ou truc un peu plus spécifique, voilà, où il n'y a pas forcément besoin d'avoir toute la lourdeur que peuvent avoir ces frameworks, même si ils tendent à s'améliorer vis-à-vis de ça, oui, je valide à 200% le fait de le faire from scratch en CSS et le fait d'avoir des compétences. Mais tout comme avoir des compétences de base en HTML et pas foutre genre un chat dans un paragraphe. Et je vois beaucoup de personnes qui, la sémantique web, ils savent même pas ce que c'est, quoi, et qui font de la merde en HTML, quoi. Donc oui, il faut connaître les bases. Et c'est important, quoi. Mais après, voilà, sur un contexte donné, quelquefois, les frameworks permettent d'avoir une certaine, ces librairies permettent d'avoir plus de rapidité. Et aujourd'hui, si je prends mon cas, bah c'est ce qui se présente le mieux à moi, quoi. Mais je vais pas faire de généralité sur ça, quoi. Un homme averti. Mais tu. T'es tellement averti, c'est incroyable. Mais ça veut pas dire, en gros, tu utilises parce que tu vois le gain de rapidité que ça t'apporte. C'est pas que ça remplace ce que tu sais déjà faire. Bah oui, enfin pour moi c'est de la facilité. C'est vraiment le côté utilitaire que ça. C'est-à-dire que je vais pas m'embêter à refaire genre background et aller taper du background, tu vois. J'ai pas envie de réécrire en fait des choses de base, quoi. Ça m'agace. Toi, t'aimes vraiment pas réinventer la roue. Quand tu fais du SAS, t'as pas l'impression de, enfin, pour toi, tu fais toujours du CSS. Ouais, mais en fait, j'en étais arrivé à un point où le fait de déclarer toutes mes variables, tu sais, pour mes typographies, etc. Et en fait, c'était des actions de répétition. Et en fait, tout ça, bah, je me suis dit, bah mince, là, Tailwind répond à ça, quoi. Parce que j'ai pas besoin de réécrire, quoi. Ça se permet de d'écrire différemment son CSS, d'avoir un peu plus de souplesse sur certaines choses et d'avoir une nouvelle, apporter une nouvelle façon d'écrire son CSS, mais ça ne retire pas le fait de faire du CSS. Tailwind, c'est la même chose. C'est une autre façon d'écrire du CSS, mais ça ne retire pas que tu fais du CSS. Et ça, bah, si tu apprends juste Tailwind et tu apprends des classes sans savoir ce qu'elles font derrière, bah, t'es bien dans la merde. Hein. Je pense que très vite, tu vas te confronter à des cas où bah, savoir faire du CSS, bah, c'est un peu primordial, surtout en tant que des fronts, encore une fois. Puis je vois plein de monde qui sont d'accord avec moi dans le chat. Est-ce que tu te focalises pas surtout sur eux, finalement Après... Non, mais je pense que si tu venais voir les peu de moments où je fais du front, en règle générale, j'ai tout le temps mon inspecteur web ouvert pour comprendre un petit peu aussi ce qui se passe au travers de ce que j'applique, tu vois. Je suis pas totalement débile au point de me dire vas-y, je prends juste la doc et basta, quoi, j'applique. Et comme je le dis, encore une fois, je ne nie pas le fait qu'apprendre le CSS, c'est quelque chose c'est quelque chose d'important, au même titre qu'apprendre le HTML, quoi, tu vois. Effectivement, ça fait partie des bases. Maintenant, ce que je dis juste, c'est que par rapport à mon besoin et par rapport au contexte que j'ai, bah, quelquefois, effectivement, je préfère avoir la rapidité et la facilité d'utiliser Tailwind, puisque c'est quand même pour ça que ces outils sont faits, plus que de devoir réécrire des choses, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu vois, c'est juste ça. Ouais. On est entièrement d'accord.
En fait, c'est que des fois, tu vises vraiment l'efficacité, le résultat. Et toi, oui, tu nous rappelles les bases, quoi. Toi, t'es plus à... Je veux dire que les outils ne remplacent pas ce qu'il y a derrière. C'est une espèce de surcouche. C'est de l'humain. C'est quand tu fais tu fais pas du React, tu fais du JS. Tu fais pas du Laravel, tu fais du PHP. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a c'est des surcouches à chaque fois. Et si tu connais pas ce qu'il y a derrière, bah tu vas vite t'en mordre les doigts, quoi. Il y en a marre de ces devs React qui savent pas faire du JS natif. Il y en a marre d'eux aussi. Il y en a marre. Ouais, et encore, c'est même encore plus vaste. Mais oui, je suis entièrement d'accord. Pour moi, un bon dev front qui se dit dev React est solide en JS, quoi. Et vous savez de quoi a besoin un bon dev? Est-ce que vous savez de quoi il a besoin? De moi. Café. D'un bon IDE. Vous disiez quoi, les gars? Oh là là. En plus, là c'est un sujet d'actu pour moi, parce que là, je suis en plein bouleversement. Justement, tout le monde est un peu... Je vois que tout le monde est un peu en mouvance en ce moment de... Bon, je teste un autre truc, tout le monde teste des petites choses. Il y a Fleet qui vient de débarquer, enfin, qui est dans sa phase de test. J'ai vu des gens qui l'utilisaient déjà, Fleet, nouvel éditeur de code. Très récent, fait par JetBrains. Tu me donneras les noms que je les recrute pas, ceux-là. Donc JetBrains qui vient de sortir son nouvel éditeur. Attention, c'est pas un IDE, c'est un éditeur, et il a toujours sa suite d'IDE, notamment PHP Storm, ou WebStorm aussi pour ceux qui font plus du JS. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat à faire !PHP Storm pour avoir les nouveaux thèmes qui sont déjà dispo en avant-première. On me pose la question tous les jours, j'ai l'impression que ça vous fera plaisir à découvrir. Mais vous, les gars, vous utilisez quoi comme IDE actuellement ou comme éditeur, le cas échéant, puisque est-ce que VS Code est un IDE? VS Code, toujours VS Code. Moi j'ai l'impression que quel que soit l'outil que j'utilise et que je fais en stream, on me dit à chaque fois que c'est pas bien, quoi. Donc je faisais du Sublime, on m'a dit passe à PHP Storm, et puis là maintenant ça va être des nouvelles tendances, donc franchement moi j'étais bien avec Sublime Text au départ, hein, c'est personne enfin j'aurais jamais dû streamer, quoi. Exactement. En fait t'aurais dû rester vieux, quoi. C'est ça que t'es en train de me dire. C'est dans les vieux pots. VS Code plus GitHub Copilot, et puis c'est parti, quoi. C'est fini, Voilà. hein, on a même plus besoin de dev. Finalement, notre passe plus, il faisait bien le travail. Tab. Clique des commentaires, en fait. T'écris, tiens, je veux faire ça, tu fais tab, hop, puis après tu vas chercher un café. Chris nous l'a montré maintes et maintes fois dans ses lives, hein, mais Néo-Vim, Vim tout court. Apparemment, ouais. Ouais, mais apparemment. Lui, tu vois, moi, on parle de purisme, etc. Après, Chris, il viendra nous expliquer un peu ces trucs, parce que c'est spécial, quand même. il a une petite aiguille et il grave directement sur le disque dur. Et petit à petit, quoi, il tourne le disque, il grave directement. Il écrit en binaire, de toute façon, il code en binaire, je crois. Et pour info, ceux qui ne savent pas, Chris a carrément un clavier qui est splitté en deux, c'est-à-dire que t'as la main droite et la main gauche, c'est deux morceaux séparés. C'est ce genre de personnes-là. Il y a encore des dev qui l'ont pas. Je vais être transparent. Il a même réussi à convaincre Romain d'acheter aussi ça, je crois. Et c'est sûrement un clavier Bepo en plus. Non, parce que c'est un ortholinéaire, non, c'est pas du Bepo. Bon, désolé, j'ai trop de dérapages. Il viendra nous en parler. Voilà, il viendra nous en parler pour revenir aux éditeurs. Ouais. Ou IDE ou n'importe quoi. Alors moi, j'aime les IDE. Historiquement, je suis sur VS Code, mais depuis peut-être une dizaine de jours. En gros, moi, je travaille en ce moment sur. Enfin, je travaillais même là jusqu'à il y a 2 jours. On travaillait sur un projet freelance avec Romain. Romain Lenz, et on voulait tester Code With Me sur PHP Storm. Ah, ça a l'air trop bien. Du coup, ce salaud m'a fait installer PHP Storm. Pour ceux qui ne savent pas, je précise, mais Code With Me, ça permet de faire à peu près la même chose que quand vous êtes à 2 sur un Google Doc. Voilà, je précise au cas où. C'est comme LiveShare sur ça existe d'ailleurs sur d'autres trucs que PHP Storm. VS Code, sur VS Code, il y a LiveShare qui fait exactement la même chose, mais qui existe depuis un peu plus longtemps. Et là, il y a Code With Me qui vient de sortir sur PHP Storm. Et on a voulu test. Et il y a du bon et du mauvais. C'est très bien intégré, notamment toute la partie Git, parce que tu peux Git la partie d'une personne et ensuite c'est vraiment dissocier ce qu'a fait une personne et ce qu'a fait l'autre, même au sein d'un même fichier. Et c'est quand même super bien foutu. Je teste ça en live, ça a l'air fou. Et faut que tu trouves un pote, quoi, avec qui. Ah merde. Dommage. Moi aussi c'est dur. Et en vrai c'est pas mal. Du coup je me suis dit, parce que du coup moi j'ai payé ma licence et tout, PHP Storm, mais 11 balles là par mois là, j'ai tout payé machin, etc. Je me suis dit
rentabilisons, essayons un peu Ok. plus PHP Storm. Et je trouve que c'est de la belle merde pour du front. C'est vraiment. Alors. Est-ce que tu as On testé parlait WebStorm? Tailwind. La moitié des classes sont même pas autocomplete. Et il n'y a même pas, comme sur VS Code, l'autocomplétion avec la valeur en pixels à côté, par exemple, quand tu fais des choix de taille, etc. Ça me rend fou. Du coup, tu vas au petit bonheur la chance. Parce que les W-96... Tu vas pas t'amuser à la multiplier par 4 de tête pour savoir quelle valeur en pixels ça te fait. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il n'y a pas tous les snippets pour générer des composants React, etc. Ça n'existe pas, même si tu installes tous les plugins du monde. Et RFCE, ce genre de choses. Ouais, exactement. Ouais. Et qui sont une bénédiction Bien sûr. dans VS Code. Et En toute objectivité, bien sûr. moi, j'en ai de la... Mesuré, la team mesuré. RAFCE, mais chacun. Mais fait Will, comme- franchement, Oui. j'ai envie de te dire, dans le nom du logiciel, t'as quand même PHP, quoi. Donc, Oui, je cherchais la merde. Je cherchais la merde dès le départ. Forcément. Je le conçois. Tu sais que Will, il y a WebStorm aussi qui existe. Oui, je sais. accessoirement. Mais WebStorm, Mais apparemment, tu très t'es dit cool. que t'allais Mais cracher en fait, sur je PHP savais Storm, pas c'est ça que tu. C'est ça, ouais. Il voulait encore rajouter une couche sur PHP, vous avez vu? non, C'est en incroyable. gros, parce que Ouais. en gros, Romain utilise PHP Storm quotidiennement parce que c'est un piètre humain. Et il m'a dit, je l'ai suivi quoi dans son aventure de. Ah, tu t'es dit un couteau à beurre pour couper ta viande, c'est nickel quoi. C'est Let's exactement. go. Et après tu te plains que ça coupe mal quoi. On est bien d'accord, c'est bien ce qui se passe là, on est bien d'accord. Et en gros, PHP Storm bundle WebStorm. Donc ça veut dire que j'avais un WebStorm sous stéroïde, et bah ça pue la merde. Et VS Code, et là du coup, je vais aller résilier. Faut pas que j'oublie d'aller résilier mon truc PHP Storm parce que VS Code est 1000 fois plus agréable. Et puis c'est lent! Qu'est-ce que c'est lent, mon dieu! Ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi. Je te dirais, honnêtement, pour moi, c'est le seul vrai défaut, je trouve, par contre, à ces IDE, c'est que par contre, ouais, il pompe. Il pompe Ah et c'est ouais. lent. C'est Ah vrai. ouais, de Je ouf. suis d'accord. Là, je suis d'accord. Là, je Ah, j'ai- En tant que front, si tu fais que du front, clairement VS Code, ce genre C'est de overkill. truc, c'est C'est suffisant quoi. je Ça suis d'accord. Je suffit. suis d'accord. Je suis d'accord. Ah ouais, non, j'ai l'impression, sincèrement, mon M1 Pro, il était là en train de canner devant ce truc. Ah, t'exagères, arrête. J'ai l'impression que j'ai joué à GTA 8, enfin c'était un enfer. Ah, la mauvaise foi, quoi. Non, mais attends. On a donné un peu de corde doucement là. C'est trop là. Ah non, c'était non, du coup VS Code dans mon cœur. Ouais. Et toi, Dafut, est-ce que tu. Bah moi écoute, depuis que je suis passé sur mon MacBook Pro M1, je fais aussi le placement. Hein, Oh là là. je suis comment? Je suis. On en reparlera de ça. Enfin voilà, moi j'ai utilisé PHP Storm parce que c'était un sub-goal que j'avais fait, donc déjà par respect du sub-goal, je l'utilise. J'avais donné Après, Quelle idée aussi. oui, c'est vrai. Ouais. Et moi je constate pas de ralentissement. Enfin j'ai pas. Je le trouve pas forcément nécessairement lent. Alors après, pourtant j'utilise cette même machine pour streamer et tout, hein, et tous les soirs quand je stream, enfin, pas l'impression qu'il y ait de ralentissement. Donc après, il y a pas mal de choses qui me font vriller, notamment sur le fait d'installer des plugins genre, en fait, ça me rappelle trop le monde du JavaScript où tu t'as Xlib à installer à chaque fois, et du coup, PHP Storm c'est un peu ça, et même le fait T'as une option genre pour retrouver tes bindings de Sublime, parce que je m'étais dit bon bah je suis habitué, j'ai tous mes raccourcis et tout, et je me dis putain vas-y, aujourd'hui c'est contraignant dans PHP Storm, quand je fais tel truc bah ça marche pas. Bon, je change le binding, je mets macOS Sublime default, t'appliques, bah tu retrouves même pas les mêmes raccourcis quoi. Donc déjà le truc de base me saoule, et ça fait que probablement je retournerai sur Sublime parce que Sublime c'est encore plus rapide, et je trouve ça, enfin moi j'étais habitué à ça, et je préfère. Alors après, il y a quand même des aspects qui sont positifs. J'aime bien effectivement, notamment pour l'autocomplétion des classes, le fait de pouvoir aussi utiliser un petit peu les raccourcis pour aller d'un fichier à l'autre ou d'une fonction à une autre, bah justement. Mais bon, ça je le retrouverai probablement pas dans Sublime parce que Sublime le fait mal. Mais bon. Ayant été sur Sublime, je pense que t'as essayé VS Code parce que ça se trouve ça te Ouais, correspondrait c'est ce que j'allais te dire. C'est en vrai, VS Code, ça me semble quand même le must. Et ils vont le faire changer encore. Et voilà, troisième fois que j'ai changé d'idée. Allez, non, mais c'est ça serait reparti. pour le mieux. Hein. Ça serait Bah pour non, le mais mieux, tu sais, hein. Sublime, c'est un bon vieux pot, mais ça reste un putain de vieux pot, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que bon. Désolé. Ah, c'est. Voilà.
Il est temps de le ranger, quoi, à un moment donné. Il y a des gens qui utilisent Sublime autre chose comme un outil de prendre des notes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont... Moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a des gens qui ont payé Sublime? Moi, c'est ça la question que je Oh là, non. Non, tiens, un peu comme WinRAR, je pense. On a tous la boîte de dialogue qui apparaît, on fait bon, allez, vas-y, vite. C'est ça. Non, parce mais qu'il est censé par être payant contre- quand même. Ouais, Faut le par rappeler. contre, c'est quoi la diff entre Fleet et VS Code du coup? Le but, c'est qu'il n'y en ait pas. C'est Le un livre but- concurrent de VS Code. C'est que c'est nouveau D'accord. et qu'il y a le char partage de code dont parlait Wilt tout à l'heure, c'est dispo aussi dans Fleet. Ok, D'accord. mais il paraît que c'est Et nativement, du coup. que c'est branlé du Ouais, cul et qu'il y ouais. a plein de trucs qui fonctionnent pas sur Fleet pour le moment. Écoute, Et, ce sont des rumeurs, oui. Ne colporte pas des rumeurs. J'ai Pareil. aucun doute qu'elles sont vraies. Venez tous sur VS Code, on est bien, on est une communauté respectable, Très très bien. on n'a pas Et puis c'est ça. PHP dans Non, mais notre nom. la grosse force aussi de VS Code, c'est le marketplace, enfin le Ouais, truc quoi. les T'as plugins, les t'as thèmes, plein les tout. d'extensions et tout pour tout et Comme rien. WordPress, Qui... quoi. Et attendez, il y a même un thème à mon nom sur VS Code. Mais pourquoi Mais vous non. attendez? Mais si, Oh. Bear a été à créer un thème. Bon, est-ce que Will, est-ce que tu peux enlever ton t-shirt, qu'on voit ton deuxième t-shirt en dessous sur lequel il y a un logo VS Code? Est-ce que tu peux nous montrer parce que là tu commences à être spoté quand même. Je suis désolé. Le chèque on l'a compris là. Mais on sait que t'es un chèque. c'est juste que j'aime promouvoir des belles choses. Mhm. Je suis un amateur de bon vin, et le VS Code est l'équivalent d'un. Mais rencontrons-nous. Sommes-nous pas meilleurs amis depuis le début? C'est ça. Aïe, 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 aïe. Ouais, non mais bon, après les gars, je peux pas vous contredire. En vrai, personnellement, j'utilise PHP Storm, mais c'est vraiment juste par commodité parce que vu que j'ai fait beaucoup de PHP, j'en fais toujours beaucoup. C'est avantageux pour moi de pas changer d'éditeur toutes les 2 secondes et c'est vrai que PHP Storm pour le PHP c'est fou. Mais pour autre chose que le PHP, c'est clair que très vite, oui, j'aurais utilisé VS Code si j'avais pas été dev assez orienté back quand même dans ce que je fais concrètement, même si je suis full stack. Donc je vous rejoins les gars, je conseille si quelqu'un veut choisir un éditeur, en vrai il vaut mieux prendre un VS Code et à la limite, bon prenez pas Sublime, hein. Sublime c'est dépassé je pense, mais un VS Code et à la limite après tu bifurques vers un IDE spécialisé si jamais tu vois que tu fais que un Non, pas code besoin. Hein. back. Si. T'es dans ta forme finale. À un moment donné, t'es sur VS Code. on peut passer au niveau supérieur, on peut le faire, si. Y'a rien. Et acheter un PC correct pour que ça puisse ne pas ramer. PHP Storm, c'est l'équivalent du métaverse. Ça ne sert à rien, c'est vraiment inutile. Très cher, très lourd, personne n'en veut. Et Ça, ce live était sponsorisé par JetBrains avant ses propos. Quelqu'un peut ban ce personne là NetBeans. qu'on connaît pas trop GraphiCart. Non. Vous avez jamais utilisé NetBeans à l'époque, les gars, pour faire du Java? Non. Je vois pas de quoi tu parles. Oh là là. J'ai une enfance heureuse, donc Ah jamais. putain, j'ai encore des traumatismes. T'as connu Eclipse ou pas Ah bah bien sûr, ah bah oui. Ah, là, les Eclipse, vrais, les cours de Java sous Eclipse, ah oui, Ouais. que des souvenirs. Écoutez, je pense que ça va clore le sujet et qu'il n'y aura plus rien à dire après ça, mais le King l'a dit, GraphiCart l'a dit, VS Code, c'est pour les enfants. Voilà, on s'arrêtera là-dessus, je pense que le... Tu vois, c'est dommage pour GraphiCart parce qu'une telle carrière, il propose tant de C'est choses. ça. Et Pas comme tomber ça, là Zinedine, maintenant. pas après tout ce que tu as fait. pas comme ça. En Oh non, fait, oh non. C'est le coup de boule, hein. C'était le coup de boule de trop. Dommage. C'est comme Mathieu Nebra quand il a mal parlé du PHP, je suis désolé. Ah C'est ouais. dommage. Les masques tombent ce soir. Ouais, j'ai l'impression que ça balance. Hein. J'ai l'impression pas ce qu'on pense. Ouais. Ça finit mal. Bon bah merci beaucoup d'avoir été là et donc l'émission toutes les semaines maintenant sur une durée qui sera voilà pas trop longue. On va être là pour parler de tout et n'importe quoi dans le dev. On va arrêter de faire émission par thème, comme ça je vais pouvoir avoir un panel d'invités réguliers et ça sera cool aussi, une petite équipe. Donc les gars, au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine aussi évidemment. Des bisous tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là jusqu'ici et à la prochaine.